à tous et bienvenue sur IEJMAC pour cette édition spéciale consacrée à l'immobilier. Comment sécuriser son appartement, comment le vendre facilement ou encore comment le rénover en évitant les arnaques. Aujourd'hui, nous répondrons à toutes vos questions. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de vous faire connaître les dernières tendances des agences immobilières sociales au couchsurfing en passant par les murs végétaux. Ces nouveautés n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous avez toujours rêvé de visiter Paris ou d'autres villes sans trop débourser, ce sujet devrait vous intéresser car nous allons parler du couchsurfing, une pratique qui consiste littéralement à passer d'un canapé à l'autre. Partout dans le monde, le phénomène se développe et de plus en plus de gens acceptent d'ouvrir leurs portes à des inconnus. Mais héberger des étrangers, n'est-ce pas risqué? Le couchsurfing est-il plus avantageux que dangereux? Reportage d'Amel Chetouf et Alexa Zaidi. Ce matin, Faouzan se réveille seul, contrairement à son habitude. Il n'est pas marié, n'habite pas avec sa famille et pourtant il vit très entouré. La raison, c'est un adepte du couchsurfing. Il nous explique en quoi cela consiste. En fait, c'est une organisation qui permet à tous les voyageurs de rentrer en contact avec les communautés locales. C'est-à-dire, lorsque vous voyagez, vous partez ailleurs dans le monde, on va dire à New York par exemple, vous avez la possibilité d'être hébergé chez un habitant. Donc, de manière à pouvoir connaître sa ville à travers ses yeux, connaître sa vie, voir comment il vit, et aussi, de toute façon, avoir la possibilité d'être hébergé gratuitement. Et héberger gratuitement, ça, Faouzan n'a aucun problème pour le faire. Donc aujourd'hui je me suis réveillé un peu plus tôt parce que j'ai une nouvelle CS, une nouvelle surfeuse qui arrive ce matin. Hey! Hiya! Welcome! Thank you. I'm Paul. Miriam. Aujourd'hui, en fait, j'ai arrêté de compter le nombre de personnes que j'ai hébergées après qu'on ait passé la barre de 150. En général, je laisse les clés parce que on va dire que je fais naturellement confiance aux gens. Et puis de toute façon, si tu as envie de voler ma télé et de repartir en Chine avec ma télé, bon, bah, vas-y, prends-la sous ton bras et pars avec ma télé. J'ai pas beaucoup d'objets de valeur, enfin d'objets auxels je suis vraiment sentimentalement attaché. C'était bien quand même. Ouais, Full moon c'était très body, bien. right? Oui. Ça c'est le pèlerinage de tous les Australiens. Lorsque l'on n'a pas peur d'ouvrir ses portes, il n'est donc pas compliqué de trouver un couchsurfer à sa convenance. Sur le site, les profils sont divers et variés. C'est comme ça que Myriam est tombée sur Faouzan. Il avait beaucoup de références qui étaient positives. Et comme une fille, c'est important de voir toutes les références. Le couchsurfing est une pratique de plus en plus répandue dans le monde. À Paris, capitale très touristique, près de 73 000 personnes se sont laissées tenter par cette expérience depuis 2004. Ils ont en moyenne 28 ans et le site internet recense 19 millions de mises en contact. Hébergés comme hébergeurs, chacun y trouve son compte, mais cela ne se passe pas toujours comme prévu. Si pour Faouzan et Myriam, l'expérience a été positive, ce n'est pas le cas pour Wassim. Il héberge lui aussi régulièrement, mais a été victime d'une mauvaise expérience. Ces couchsurfers ont détérioré son appartement. La plupart des dégâts ont été faits au niveau de ma chambre et du salon. Là, par exemple, au niveau du salon, il y avait une espèce de graffiti, des bouteilles d'alcool partout, vraiment saccagé aussi. Le canapé était complètement détruit. J'ai dû en acheter un autre. J'ai refait la peinture pour pouvoir effacer un peu les dégâts et donc voilà, d'ailleurs j'ai même des photos pour pouvoir vous montrer ce qui s'est passé. Donc là vous pouvez voir l'état de ma chambre, donc après mon arrivée dans l'appartement, donc c'était vraiment saccagé, mes affaires étaient vraiment sans dessus-dessous, comme je l'avais dit ils ont fouillé vraiment partout. Et ça c'est la photo du salon où avec un espèce de grand graffiti, le canapé complètement détruit. Faisant entièrement confiance aux deux étudiants qui l'avaient accueilli, Wassim a commis l'erreur de s'absenter une nuit. En fait ils ont publié une vidéo de ce qu'ils avaient fait chez moi et c'était juste pas possible. Vol, dommage ou encore agression, voilà les différents dangers que présente le couchsurfing. Spécialisée dans l'immobilier, Rachel Arzik nous explique que cette pratique n'enfreint pourtant aucune loi. Il n'y a pas de cadre légal ni législatif pour cette pratique. Les gens ont la possibilité, comme tout particulier, de faire venir les gens chez eux, de les héberger. Après, dans le cadre de cette invitation, s'ils leur demandent
de faire des choses, de rendre des services. Ça reste encore dans le cadre privé et puis il n'y a pas de contrat non plus qui est conclu entre ces personnes, donc il n'y a pas de législation particulière. Après, en cas de vol ou d'agression, ça se réglera de la même manière que si vous introduisez un ami ou un voisin. Donc vous aurez donc tous les recours possibles devant les juridictions ou en portant plainte au commissariat. Aucune règle n'encadre donc le couchsurfing. Pour se prémunir des dangers, mieux vaut se fier à son instinct et bien se renseigner sur ses hôtes éventuels. Ne pas hésiter non plus à approfondir les échanges et à choisir un profil compatible avec le sien. En respectant ces conseils, l'expérience se révélera sûrement plus avantageuse que dangereuse. Les Français qui vivent en milieu urbain sont souvent en quête d'espaces verts. Ils ont trouvé une solution pour disposer de verdure tout en restant près de chez eux. Il s'agit des murs végétaux. Les grands magasins et les musées ont sauté le pas depuis une petite dizaine d'années, mais aujourd'hui ce sont les particuliers qui s'y mettent et ils en installent dans leur propre appartement. La question est maintenant de savoir si ces murs sont simplement esthétiques ou s'ils ont un réel intérêt écologique. Réponse avec Zoé Comte et Clément Daugé. Antoine, enchanté. Suivez-moi, je vous en prie. Antoine Birer et sa compagne ont flashé sur ce duplex il y a 2 ans. À la base, ils cherchaient pourtant un appartement avec balcon ou terrasse, mais ils ont eu l'idée d'installer un mur végétal dans leur salon. Antoine est un collectionneur d'orchidées, il a donc installé 13 mètres carrés de diverses variétés de cette plante. En fait, c'est quelque chose de vivant qu'on voit évoluer jour le jour. Déjà, ça c'est énorme. Déjà rien que ça. Après, c'est des espèces des variétés d'orchidées qui, pour moi en tout cas, qui sont intéressantes et donc c'est une façon de pouvoir les avoir, les présenter chez soi. Et après, c'est évidemment en termes l'air est beaucoup plus humide, donc c'est un dépolluant, ça fixe la poussière. L'alimentation en eau et en lumière artificielle sont entièrement automatisées, ce qui simplifie l'entretien. L'entreprise qui a réalisé leur jardin vertical garantit l'installation pendant 10 ans. Un véritable écosystème qui attire toutes sortes d'insectes. Certains même, pour être au plus proche de la nature, mettent volontairement des grenouilles dans leurs murs. L'autre jour, il y avait une limace sur le parquet, il faut s'accommoder de quelques petites rencontres un peu particulières. Des inconvénients, moi pour le moment j'en vois pas tellement. Maintenant c'est sûr que s'il y a une coupure d'électricité, le mur en très peu de temps il va mourir. La famille Birer profite de cette oasis d'orchidées depuis décembre dernier. Antoine ne se lasse pas d'admirer chaque jour l'évolution de son mur vivant. Depuis une dizaine d'années, les murs végétaux se démocratisent. C'est Patrick Blanc qui construit le premier mur végétal en 1986 à la Cité des Sciences de Paris. Ce pionnier dans le domaine est à l'origine de nombreux projets, comme le musée du Quai Branly en 2004. Aujourd'hui, entreprises, particuliers et municipalités adoptent de plus en plus ce type de végétalisation, surtout en milieu urbain. Face au succès des murs végétaux, la mairie du 2e arrondissement de Paris a réagi. Grâce à Jacques Bouteau, l'unique maire de Paris d'Europe Écologie Les Verts, les projets de végétalisation sont valorisés. Nous avons beaucoup travaillé pour remettre de la nature en ville, et notamment à travers, par exemple, les murs végétaux qu'on a créés dans l'arrondissement. Aujourd'hui, on est dans un phénomène de réchauffement climatique. On sait que en été, en ville, ça va être de plus en plus difficile de pouvoir rafraîchir. Et on s'est rendu compte que lorsque vous avez de la végétalisation, vous réduisez la température de plusieurs degrés. En plus de réduire la température, les murs végétaux agissent contre la pollution en absorbant une partie du monoxyde de carbone. Mais pour que cela soit réellement bénéfique, il faudrait végétaliser toutes les façades de la capitale. Et puis on travaille aussi, mais c'est très difficile dans le centre de Paris, sur les toits végétalisés. On veut faire tous les toits plats. On regarde s'il est possible de créer des jardins, des espaces où on peut faire de la végétalisation. Les fortes demandes de la population en matière d'espaces verts incitent la mairie du 2e arrondissement à développer de nombreux projets. Ils réfléchissent notamment en ce moment à la végétalisation des toits d'immeubles.
Amaury Gallon, créateur de la société Les Jardins de Babylone, propose des murs végétaux en intérieur et en extérieur. La technique consiste à implanter 25 à 50 plantes par mètre carré de mur sur un tissu tendu. On insère la plante à l'intérieur du tissu en racine nue. C'est-à-dire qu'on fait tout simplement une incision à l'intérieur de notre tissu, on insère les racines de la plante, on fixe avec des agrafes, et la plante, vous avez les racines qui sont directement au contact du tissu humide, mais sans terre. Je précise bien, c'est très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de la terre, les plantes ont tendance à pourrir. Depuis la création de l'entreprise en 2004, ils ont développé un brevet d'étanchéité pour leurs murs et l'ensemble de leurs projets regroupe à peu près 1000 m² de surface. On a développé un brevet sur la matière en fait. Donc la matière finalement est une sorte de tissu. Et pour bien vous expliquer, en fait, on prend des bouteilles d'eau, on les broie, on les tisse, on incorpore un peu de viscose qui est une matière végétale qui permet d'avoir de la capillarité. Et à partir de ce moment-là, on a une espèce de matelas qui nous permet de faire pousser les plantes. Donc le brevet repose en fait là-dessus. Aujourd'hui, ce domaine est en pleine expansion et la tendance est au design végétal. Cela consiste à végétaliser des objets ou du mobilier. La scénographie des murs est aussi importante car chaque mur est pensé pour créer une ambiance ou un univers particulier. Il y a de l'innovation technologique. Donc on va développer ce qu'on appelle un substrat, donc un support de culture si vous préférez. Donc on va planter les plantes à l'intérieur de ce substrat. Donc c'est pas forcément de la terre justement. Et il y aura aussi de l'innovation, je dirais, plus design, artistique, où là on va développer des formes, on va développer des objets. Et je trouve ça aussi que c'est intéressant. Au niveau de la société, on a un peu cet avantage-là, je dirais, c'est qu'on travaille sur les deux types d'innovation. Et c'est vraiment le futur aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, les constructions ne sont plus pensées de manière bétonnée. Nous assistons à un véritable retour de la nature en ville. Face à la hausse des cambriolages, les Français n'hésitent plus à investir dans la protection de leur logement, qu'ils aient recours à des sociétés privées ou qu'ils installent leur système de sécurité eux-mêmes. De nombreux moyens de protéger les domiciles ont été mis en place, mais ces alarmes et autres vidéos de surveillance sont-elles vraiment efficaces? Réponse avec Pauline Tressol et Maximilien Franco. Quelques minutes, pas plus. C'est le temps qu'il faut aux malfaiteurs pour commettre un cambriolage. Luc en a fait les frais. Son appartement parisien a été cambriolé le 16 décembre 2012. Un événement dont il se souvient comme si c'était hier. J'arrive dans cette pièce. Je m'aperçois que deux ordinateurs, un autre Macintosh et un petit PC avaient disparu. Et donc, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas une question de mal rangé, mais que j'avais été cambriolé. Commissariat, assurance, la procédure est longue. Luc a porté plainte le lendemain du vol, il n'a toujours pas été remboursé intégralement. Et le trouble psychologique est toujours présent. La première chose qui m'a choqué, c'est que comment a-t-on pu entrer chez moi? Et c'était une période où dans l'immeuble, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, des travaux. La porte qui donne sur la rue reste ouverte toute la journée. Donc j'en ai conclu que des gens avaient dû entrer dans l'immeuble. Ça a été une leçon très douloureuse, y compris sur un plan financier, parce que les assurances, en fin de compte, ne remboursent que en tout et pour tout. Il y a dû y avoir, enfin, il est prévu qu'on sera remboursé de 900 €, alors que le total doit bien faire plus de 3000 €, sans compter le dommage et intérêt moral. Le nombre de cambriolages en France a augmenté de 26% en 2013, selon l'Observatoire national de la délinquance. À Paris, un cambriolage se produit toutes les 90 secondes. Code, grille, alarme, caméra, tous les moyens sont bons pour dissuader les voleurs. Le business de la télésurveillance explose depuis une dizaine d'années. Les commerces et sociétés spécialisées ne cessent de se multiplier. Pour une efficacité maximale, il faut savoir bien choisir son système de surveillance. Mais la télésurveillance coûte cher. Comptez jusqu'à 50 000 € en passant par une société privée. Des magasins proposent pour combattre ces prix abusifs de s'équiper soi-même. Cette boutique du 11e arrondissement vend des caméras de plus en plus sophistiquées. Une caméra analogique, c'est ce qu'on va vendre le plus en ce moment. C'est vraiment une très bonne qualité pour un prix qui est d'à peine 100 € sur une caméra comme ça. Donc ça, c'est toujours en général lié à un enregistreur qui est juste là. Comme je disais à l'instant, ça c'est vous le branchez là-dessus et là,
c'est lui qui se permet d'enregistrer et grâce à lui, vous pouvez aussi voir à distance. Les particuliers représentent 20% de la clientèle. À côté des caméras traditionnelles, le top des ventes revient aux caméras cachées. Une horloge caméra qui est avec une télécommande. Donc dès que vous partez de chez vous, vous la mettez devant la porte par exemple. Vous appuyez sur la télécommande en détection de mouvement et dès que la porte va s'ouvrir, lui il va détecter une présence et ça va commencer à enregistrer. Vous avez après environ 8 heures à 10 heures d'autonomie si vous mettez une des plus grosses capacités de carte à l'intérieur. Et ensuite vous avez juste à récupérer ça sur votre ordinateur pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Installation facile, utilisation intuitive, la promesse est belle. Par peur d'une surveillance intrusive, les clients optent pour des caméras factices. Ils peuvent aussi visualiser ce qui se passe chez eux, n'importe où depuis leur smartphone. Près de 40% des clients peinent à se servir de leur matériel. Dans cet immeuble quelconque se cache une société privée de télésurveillance. Sa clientèle se fait uniquement par bouche à oreille et sur Internet. Ce qui la rassure, des entretiens personnalisés pour définir ses véritables besoins. La formule se fait à la carte et le suivi est complet. Nous réalisons l'audit, la proposition, l'installation, la maintenance. On n'aura jamais une sécurité à 100%, mais on va essayer de graduer le niveau de sécurité en fonction des risques et en fonction des budgets. La demande du marché est telle que des sociétés sur Internet et des banques proposent de nouvelles offres. Des offres moins chères mais avec un service restreint car le client n'est pas conseillé. Pour éviter les arnaques sur Internet, assurez-vous que la société ait un agrément préfectoral, c'est-à-dire une certification APSAD. Sans investir dans la télésurveillance, il existe des conseils simples. Mettre ses objets de valeur en lieu sûr, fermer les fenêtres avant de quitter son habitat et sa porte d'entrée à double tour. En cas d'absence prolongée, demandez à un proche de faire croire que votre habitat est occupé afin de partir l'esprit tranquille. Si toi aussi en ce moment tu passes ta vie à l'école, si toi aussi tu cauchemardes d'Audacity et de Final Cut, si toi aussi tu fais 47 minutes de queue au magasin, tu es presque prêt pour les intensifs. Restez zen pour un coca. Sa maison n'est pas toujours aussi facile qu'on le pense. Depuis 7 ans, un nouveau concept venu tout droit des États-Unis a débarqué dans l'Hexagone. Son nom, le home staging, ou l'art de valoriser sa maison. L'objectif, dépersonnaliser un bien pour le vendre plus rapidement. Un concept que certaines émissions n'hésitent pas à reprendre. Alors gros plan sur cette nouvelle tendance. Le home staging est-il aussi efficace qu'on nous le dit? Réponse dans cette enquête menée par Amélie Goyer et Elisabeth Salle. Dépersonnaliser un bien pour le vendre plus vite, c'est la mission de Francky Boisseau, homestager depuis 2 ans. Son rôle, réaménager un intérieur pour montrer toutes les qualités du logement. Bonjour, donc je vais vous faire visiter cet appartement que j'ai homestagé il y a un peu plus d'1 mois et dans lequel je m'occupe des visites. Quelques coups de peinture, des meubles design, le but de cette transformation est qu'un acheteur potentiel se sente chez lui en moins de 90 secondes. Tout ce que vous voyez dans ces pièces sont des éléments qui sont prêtés, qui m'appartiennent en fait, que je mets à disposition du client pour la vente et que je viens récupérer une fois que le compromis est signé. Cet appartement de 4 pièces est en vente depuis 3 ans. Aujourd'hui, il a déjà reçu plusieurs offres. C'est une toute petite pièce qui fait 7,5 mètres carrés et que les acquéreurs ne voyaient pas du tout ce qu'ils pouvaient faire dedans. Donc simplement en installant un lit, une personne et un petit bureau, on peut imaginer faire chambre d'amis, faire chambre d'ado. Toutes ces modifications ont un prix, mais elles n'ont pas d'impact pour le vendeur. Pour un appartement comme celui-ci, la mise en place, le prêt de meubles et le photographe, c'est de l'ordre d'une prestation de 1900 €, quelque chose comme ça. À la vente, c'est négocié avec l'agent immobilier, le propriétaire est remboursé intégralement du homestaging par l'agent immobilier sur sa commission. Ce qui fait que pour un propriétaire, ça ne lui coûte rien. Attention, tous ces aménagements ne permettent pas de vendre plus cher, mais de vendre plus rapidement. Alors le homestaging est-il le nouveau bon plan immobilier ou un simple effet de mode? Tout droit venu des États-Unis, le concept se fait surtout connaître en France grâce à la célèbre émission de Stéphane Plaza. Face aux difficultés grandissantes pour vendre son bien immobilier en France, cette tendance s'impose. Vendre son bien plus vite, mais à quel prix? Toutes les agences immobilières peuvent-elles vraiment se le permettre?
Un bien homestagé se vend en moyenne en 3 semaines contre 4 mois pour les autres, alors certaines agences n'hésitent pas à prendre des risques financiers si elles sont persuadées de vendre plus vite. Dans le cadre de mon activité, on peut imaginer que 15 à 20% des ventes maintenant sont facilement réalisées grâce au homestaging. On fait une évaluation, un listing de tout ce qu'il y a à faire. En fonction de ce qu'il y a justement à changer, on lui propose un type de mandat et on le déduit bien sûr de nos honoraires, donc c'est tout bénéfice pour le vendeur. Toutes les agences n'ont cependant pas la même approche face au homestaging. Les propriétaires ont toujours la même problématique, c'est-à-dire qu'ils essayent de vendre au meilleur prix en dépensant le moins possible. Bon. Donc quand on leur parle d'homestaging, ils sont bien d'accord sur le principe, à condition que ce soit l'agence qui paye. Bon, comme en même temps tout le monde négocie, et les prix de vente des appartements, et les honoraires des agences, on ne peut pas en plus supporter le prix d'un homestaging. Donc il y a un nouveau concept qui arrive sur le marché, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le homestaging virtuel. Le service homestaging virtuel est une autre alternative moins coûteuse pour les agences. Pas de travaux, une transformation du bien à vendre de manière virtuelle en partenariat avec des architectes professionnels. On va aller chez nos clients, on va mesurer en fait les pièces qui nous intéressent, donc avec les fenêtres, faire des photos 360. On va leur envoyer toutes les mesures, les photos, en leur demandant ce qu'on veut. C'est-à-dire, par exemple, en général, ce qui revient le plus, c'est d'ouvrir la cuisine sur le séjour. Eux, ils vont travailler quelques jours et nous renvoyer en fait par mail des photos avant, après de l'aménagement et une plaquette qui va expliquer en fait le coût du mobilier, les coûts des travaux qui ont été faits par rapport à ce qu'on leur a demandé. Le service homestaging virtuel est donc une technique moins coûteuse que le homestaging de base. Aujourd'hui, grâce à ce concept, un bien se vend en 19 jours contre 127 pour les autres. Avec la crise du logement, nous sommes de plus en plus nombreux à demander des logements sociaux, mais les places se font rares. En marge des agences classiques, de nouveaux intervenants font leur place sur le marché de l'immobilier. Ce sont les agences dites sociales. Mais alors, comment ces agences immobilières jonglent-elles entre éthique sociale et recherche du profit? Reportage de Sophia Sali et Djibril Souma. 2 mètres carrés à 176 000 €. Donc elle veut quitter celui-là avec la lundi avant de signer l'autre appart. Visite d'appartement, rendez-vous, estimations et mesures, le quotidien de Clément Joyeux ressemble à celui de tous les agents immobiliers. À une particularité près, la Logirep, organisme pour lequel il travaille, est un bailleur social privé bénéficiant du 1% logement. C'est un organisme qui va prêter aux bailleurs, comme la Logirep par exemple, des fonds à un taux d'intérêt hyper intéressant de 1%, d'où le nom. Un agent immobilier social vend des appartements HLM pour en construire d'autres. On vend, enfin voilà, c'est le plus important je pense. On vend parce qu'on a besoin de récupérer des capitaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en vendant un appartement comme celui-là, avec la plus-value que je vais réaliser, je vais avoir de quoi emprunter suffisamment d'argent pour construire 3 appartements. 1 vendu, 3 construits. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, étant donné que c'est la crise du logement et qu'on a de moins en moins de foncier, c'est-à-dire de terrain pour construire, on aura besoin d'avoir ces fonds, c'est sûr et certain. Direction Gagny, Seine-Saint-Denis. Gagny, c'est dans le 93. C'est une ville dans laquelle on a aussi 115 logements à vendre sur une résidence qui est en cours de réhabilitation. Devant l'immeuble, Clément Joyeux attend un couple de potentiels acquéreurs. Cathy, assistante dentaire, et Marco, sans emploi, sont actuellement locataires dans ce même HLM et souhaitent devenir propriétaires. Dans la cuisine. C'est funky ça. Déjà habitante de l'immeuble, Cathy, minutieuse, aimerait savoir qui sont les voisins. Il reste Martine Leclerc, rez-de-chaussée, Toto Elisabeth. C'est ma pote. Une raison de plus pour choisir cet appartement? Cathy et Marco ne semblent pas convaincus. Ils attendent un coup de cœur total. Qui ne vient pas? Dans le même genre, pour rigoler, quand j'habitais à côté, j'avais un mur. Pas convaincus, ils quittent l'appartement. Contrairement aux bailleurs sociaux publics, les bailleurs privés, comme la Logirep, peuvent vendre des appartements HLM. Une situation jugée inacceptable par l'association Droit au logement. Alors nous déjà on est contre la vente de HLM, d'accord, on est contre la vente de HLM. D'abord, parce que par exemple sur Paris, il y a peu de terrain pour construire des logements. Donc si on commence à vendre des HLM, on va les construire où les autres? Un appartement acheté égale 3 construits, un mensonge pour le DAL.
Par exemple, aux 4000, ils ont démoli, je ne sais pas, sur 4000 logements, ils ont dû en démolir 2500. Ils n'en ont jamais reconstruit 2500. Voilà. Nous retrouvons Clément Joyeux qui s'apprête à remettre les clés d'un appartement. L'appartement se trouve à Villiers-sur-Marne, dans une résidence HLM appartenant à la Logirep. Il prépare l'arrivée de la jeune propriétaire. Je fais un petit état des lieux sur l'appartement. Le logement est vendu en l'état. Par contre, là, je me rends compte qu'effectivement, il manque des clés, quoi. Je veux dire, j'ai une clé pour la porte blindée, une clé pour ouvrir la porte de l'appartement et un badge pour rentrer dans la résidence. Il manque la clé de la boîte aux lettres. Il faut faire retirer les grilles, évidemment. Je ne vais pas vendre l'appartement avec ces grilles-là. Il faudra aussi que je récupère le bip pour descendre au sous-sol, la télécommande pour ouvrir la rampe du sous-sol et la clé du box. Dedans, c'est que des interrupteurs. C'est un compteur analogique, la commande de marche-arrêt, différentiel 30 mA qui est pointé là. Ces derniers cris, il n'y a pas mieux. Dernière visite avant l'installation. C'est un peu jauni. C'est un peu jauni, mais tous les murs ils sont jaunes de partout. Accompagnée de ses amis, elle redécouvre les lieux et commence à penser aux travaux de rénovation. Non, mais je suis allée sur Internet, je regarde ça, moi je vois Îlot Central, j'adore. Dans un mois, quand les travaux seront terminés, la jeune propriétaire pourra enfin s'installer chez elle. En passant par une agence immobilière sociale, cette cliente aura payé 105 000 € ce 2 pièces, sans frais d'agence. Des prix hyper concurrentiels, seulement réservés aux foyers les plus modestes. Vous êtes nombreux chaque année à entreprendre des rénovations dans vos maisons ou appartements, mais ces restaurations peuvent s'avérer périlleuses et nul n'est à l'abri d'arnaques ou d'escroqueries. À partir d'un cas précis de malfaçon, celui d'Agnès, Marine Ventournout et Rose-Marie Gérard ont cerné pour vous quelques astuces pour éviter ce genre de problème. C'est au cœur du Marais à Paris que nous rencontrons une victime récente de malfaçon. Bonjour. Agnès a 42 ans, elle vit depuis 10 ans dans ce 45 mètres carrés avec son compagnon. L'an dernier, elle décide, comme 10 millions de foyers en France, de rénover son vieil appartement, en commençant par le sol. Après quelques semaines de travaux, Agnès découvre des malfaçons. Je me rends compte dans l'obscurité qu'ici, toute une bande a été trouée, puisqu'il était passé à travers. Donc les plaintes étaient cassées, je m'en suis pas rendu compte. J'ai vu une lumière qu'ils avaient oublié d'éteindre. Je me suis rendu compte que tout ça a été cassé et j'étais en duplex avec le voisin. L'huissier auquel elle fait immédiatement appel lui confirme que tout le sol de son appartement a été endommagé par l'entreprise. On entendait quand même qu'il y avait une espèce de sonorité. On aurait dû se rendre compte que le plancher avait été retiré. Elle décide alors d'attaquer l'entreprise en justice. C'est le début d'une longue procédure. Nos travaux étaient bloqués et il a fallu que nous abdiquions parce que sinon on était encore aujourd'hui certainement sans salle de bain ni cuisine. Donc c'était déjà très éprouvant, scandaleux, injuste. Donc on a décidé d'un accord à l'amiable. On me remboursait mes frais d'avocat et c'est tout. Aujourd'hui, Agnès a terminé ses travaux, mais elle a perdu temps et argent dans une procédure vaine. Aurait-elle pu éviter cette situation? Nous avons tenté de contacter l'entreprise à l'origine de ces malfaçons. Elle n'a pas voulu nous recevoir. Nous sommes donc allés à la recherche de réponses auprès de professionnels du bâtiment. Jean-Philippe Giraud est courtier en travaux de rénovation depuis 2007. Son rôle, c'est de trouver l'entreprise qui convient à vos travaux en prenant soin d'éviter les imposteurs et les incompétents. On a des devis qui ne sont pas suffisamment détaillés, pas suffisamment étoffés. Derrière, on va avoir des travaux supplémentaires en cours de chantier. Donc en vérité, ces devis pas chers deviennent finalement aussi chers que les autres. Et on a des malfaçons qui deviennent finalement une arnaque puisque derrière, il n'y a pas d'issue de secours. Pas d'issue de secours puisque très peu d'entrepreneurs acceptent de prendre le risque de reprendre des travaux issus de malfaçons. Si aujourd'hui j'arrive que le tableau électrique a été installé par une entreprise de bâtiment défaillante et que moi j'arrive au milieu de chantier pour intervenir à partir de la moitié de l'électricité, je suis responsable de l'ensemble de l'installation électrique. Donc s'il y a eu une malfaçon au départ, nous sommes responsables. Une des solutions préventives, être couvert d'une garantie décennale. Si vous avez eu à intervenir sur la plomberie, sur l'électricité, sur la peinture, la garantie décennale couvre ces postes-là en cas de malfaçon. Donc on les appelle et ils interviennent, ils font venir un expert et là un processus est enclenché et vous avez donc une couverture à ce niveau-là.
Avant de signer tout contrat, il ne faut donc pas hésiter à exiger le plus de garanties possible. Opinion partagée par Saïd Zaidi. Architecte depuis 25 ans, il a vu assez de chantiers pour pouvoir reconnaître les bonnes et les mauvaises entreprises. Moi, je ne fais jamais travailler les gens qui se font appeler entreprise générale. Ce sont ces gens-là qui font toujours appel aux sous-traitants. Ces entreprises qui se prétendent électriciens, plombiers, maçons et tout cela, pour moi, ils ne sont pas aptes à faire tous ces métiers-là. Ils font appel à d'autres entrepreneurs, ce qui fait qu'ils ont déjà négocié le marché d'office sur un montant total. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étouffent les sous-traitants pour un moindre coût, essayer d'avoir le travail. Et ce travail-là, on n'a jamais un travail de qualité avec ces gens-là. Après avoir sérieusement comparé différents devis, le particulier doit exiger, en plus de l'assurance décennale, l'assurance dommage ouvrage. Au moindre souci sur un chantier, si on passe dans une phase d'expertise parce qu'il y a des malfaçons, on ne peut pas réceptionner l'ouvrage, et l'assurance leur sert d'avocat pour le défendre. Et si même il y a des défaillances des entreprises ou même de l'architecte, l'assurance prend la suite de l'opération, il finance pour que le chantier ne s'arrête pas pendant des années, qu'il aille jusqu'au bout de sa réalisation. Vous l'aurez compris, dans le cadre des malfaçons, mieux vaut prévenir que guérir. Des poursuites en justice comme celle d'Agnès sont longues et coûteuses. Comptez en moyenne 2 ans, durant lesquels vos travaux seront interrompus. Une enquête préalable sur l'entreprise et un suivi régulier des travaux sont donc primordiaux. Si malgré ces conseils, vous vous trouvez tout de même en difficulté, sachez qu'il existe des associations d'aide aux consommateurs. Cette émission touche à sa fin. Vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire pour améliorer vos logements en tout genre. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro spécial immobilier et très bonne journée à vous.